Bonjour et bienvenue. Dans notre environnement, il y a des menaces qu'on ne voit pas et qui pourtant s'attaquent au plus profond de nous-mêmes, à notre ADN. Aujourd'hui, on va décoder ces dommages. On va essayer de comprendre ce qu'est la génotoxicité et en quoi elle nous affecte au quotidien. Alors, voici le programme. On va d'abord définir ce concept un peu barbare. Ensuite, on va jouer les détectives. Comment l'ADN est attaqué? Qui sont les coupables? Comment est-ce qu'on fait pour les démasquer? Et bien sûr, à la fin, on verra les conséquences de tout ça. Allez, on commence. Première étape de notre enquête, donc, il faut bien définir l'ennemi. La génotoxicité, qu'est-ce que c'est exactement? C'est vraiment la question centrale. Notre ADN, c'est le plan de construction de tout être vivant sur Terre. On pourrait penser qu'un plan aussi crucial est ultra protégé, à l'abri de tout. Eh bien, la réponse est non. Et c'est précisément là que le concept de génotoxicité entre en scène. En gros, pour faire simple, la génotoxicité, c'est la capacité qu'ont certains agents à venir abîmer notre matériel génétique. Imaginez une faute de frappe dans le grand livre de recettes de la vie. Si cette faute n'est pas corrigée à temps, elle sera recopiée encore et elle deviendra une erreur permanente. C'est ça, une mutation. Et il faut bien comprendre que tous les attaquants n'agissent pas de la même façon. On a d'un côté les génotoxiques directs. Eux, c'est simple, ils arrivent et ils attaquent tout de suite. Ce sont les cambrioleurs qui défoncent la porte. Et de l'autre, on a les progénotoxiques. Ah, eux, ils sont beaucoup plus sournois. Ils entrent dans notre corps sous une forme qui a l'air totalement inoffensive, et c'est notre propre métabolisme qui, en voulant les traiter, les nettoyer, va en fait les transformer en véritables menaces. Une sorte de cheval de Troie moléculaire. Ok, maintenant passons à la deuxième partie. On va zoomer et se rendre directement sur la scène du crime au niveau moléculaire. Comment, concrètement, ces agents s'y prennent-ils pour endommager notre ADN? Le processus qui mène à une mutation se fait en 3 actes. D'abord, l'attaque. L'agent génotoxique frappe et crée une lésion. Heureusement, nos cellules ne sont pas du tout passives. Au contraire, elles lancent immédiatement la contre-attaque avec des systèmes de réparation qui sont incroyablement sophistiqués. Mais parfois, ces systèmes sont débordés ou ils font eux-mêmes une erreur en réparant. Et c'est là qu'on arrive à la 3e étape. La mutation est dite fixée. Le dommage est devenu permanent. Et tout comme un criminel laisse une signature, les dommages à l'ADN peuvent prendre plusieurs formes. Parfois, une molécule étrangère vient littéralement se coller à l'ADN. C'est ce qu'on appelle un aduit. D'autres fois, c'est beaucoup plus brutal. Une cassure nette d'un ou des 2 brins de la double hélice. Ou alors, ça peut être plus subtil, comme une simple erreur de frappe dans le code génétique. Bien, maintenant qu'on sait comment le crime est commis, il est temps d'identifier les suspects. Qui sont-ils, ces fameux agents génotoxiques? D'où viennent-ils? On peut les regrouper en 3 grandes familles. D'abord, les agents physiques, les rayons UV du soleil, les rayons X des radios, les rayons gamma. Ensuite, les agents biologiques, comme certains virus qui sont capables d'insérer leur propre code génétique dans le nôtre. Et enfin, la famille la plus nombreuse et de loin, les agents chimiques qu'on retrouve un peu partout dans notre environnement moderne. Et parmi les suspects chimiques, il y en a un qui est particulièrement connu, ce sont les HAP. On les trouve partout où il y a une combustion incomplète. Les gaz d'échappement des voitures, la fumée de cigarettes, la fumée d'un barbecue, les feux de forêt. Et la plupart d'entre eux sont des progénotoxiques, ces fameuses menaces dormantes que notre corps active sans le vouloir. Mais la liste est encore longue. On peut aussi citer les amines aromatiques, de nombreux pesticides, certains métaux lourds. Et puis il y a ce paradoxe qui est assez fascinant, les médicaments utilisés en chimiothérapie. Leur but est de tuer les cellules cancéreuses. Et pour y arriver, ils utilisent leur propre pouvoir génotoxique pour attaquer l'ADN de ces cellules et les empêcher de se multiplier. On combat le feu par le feu, en quelque sorte. Bon, tous ces dommages sont invisibles à l'œil nu, on l'a dit. Alors, comment les scientifiques font-ils pour les voir, pour les mesurer? Bienvenue dans les coulisses du labo de la police scientifique de la génétique. Une des méthodes les plus anciennes, mais toujours très utilisées, c'est le test DEMS. L'idée est juste géniale. On va se servir de simples bactéries comme de minuscules détectives pour nous dire si une substance est dangereuse ou non. Le principe est vraiment brillant. On prend une bactérie qui a un défaut génétique. Elle ne peut pas fabriquer un acide aminé essentiel, l'histidine. Donc si on la met dans un milieu sans histidine, elle meurt. C'est notre point de départ. Ensuite, on expose des millions de ces bactéries à la substance qu'on veut tester. Si la substance est mutagène, elle va créer plein de nouvelles mutations au hasard. Et par simple jeu de probabilité, certaines de ces mutations vont réparer le défaut initial. Ces bactéries miraculées peuvent alors de nouveau produire de l'histidine et se développer. Il suffit de les compter, plus il y a de colonies qui apparaissent, plus la substance testée est mutagène. C'est redoutablement malin. Une autre technique, beaucoup plus visuelle, c'est le test des comètes. Et là, comme son nom l'indique,
on va obtenir une véritable photo des dégâts subis par l'ADN. Cette phrase résume parfaitement ce qu'on observe au microscope. Quand l'ADN a subi des cassures, il ne reste pas sagement contenu dans le noyau, il s'en échappe, et ça crée cette image très poétique qui ressemble à une comète traversant le ciel. Et comment ça marche? C'est assez simple en fait. On soumet les noyaux des cellules à un champ électrique. L'ADN, il faut savoir, est chargé négativement. Il va donc être attiré par le pôle positif. Si l'ADN est intact, il est énorme, il est tout enchevêtré, il ne peut quasiment pas bouger. Il reste sous forme de cercle. Mais s'il est cassé en plein de petits morceaux, ces fragments, plus légers, vont pouvoir migrer hors du noyau. Ils vont former la queue de la comète. Et la règle est simple, plus la queue est longue et brillante, plus l'ADN était endommagé au départ. Ok, maintenant qu'on sait ce qu'est la génotoxicité, qui sont les coupables et comment on les détecte, il est temps de passer au verdict. Au fond, pourquoi tout ça est si important? Quelles sont les conséquences bien réelles de ces dommages invisibles? L'impact est absolument immense, parce qu'il se manifeste à toutes les échelles du vivant. À l'échelle d'un individu, ça peut mener à des maladies graves, comme des cancers ou des problèmes de fertilité. À l'échelle d'une population, animale par exemple, ça peut réduire ses chances de survie et sa capacité à se reproduire. Et enfin, à l'échelle de tout un écosystème, ça peut provoquer une perte de la diversité génétique, ce qui rend les espèces beaucoup plus fragiles face aux changements. Heureusement, toute cette science a débouché sur des actions concrètes. Face à ces menaces, des réglementations ont été mises en place au niveau international. L'exemple le plus connu, c'est la Convention de Stockholm, qui vise à interdire ou à limiter très fortement l'utilisation des polluants les plus dangereux et les plus persistants. Au final, une chose est claire, la génotoxicité nous rappelle à quel point notre santé et celle de la planète sont liées à l'intégrité de ce fameux code génétique. La science nous a donné les outils pour voir l'invisible, pour détecter ces menaces. La question qui se pose maintenant, c'est une question collective. Qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance? Comment choisit-on de vivre avec ces menaces et de les gérer pour le futur?